Est-ce que vous connaissez la méditation Vipassana? Je vais vous parler un petit peu de cette approche très spécifique, très particulière à l'Orient, puisque cette méditation est née il y a 2500 ans, à l'époque du prince Gautama, donc du futur Bouddha, en Birmanie. Et je trouve cette pratique très intéressante parce que pour l'avoir suivi, processus en 10 jours de retraite Vipassana, pour l'avoir suivi à 2 reprises, en 1997 et en 2012, eh bien, j'en ai même créé un atelier hebdomadaire à raison d'une séance d'1 heure tous les mardis soirs dans le secteur de Nancy, en Meurthe-et-Moselle, que j'ai mené pendant presque 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans, 3 ans et demi, auprès d'un groupe d'environ une dizaine de personnes à chaque séance. Je trouve que c'est une approche qui est très intéressante parce que elle est déjà tout à fait laïque, elle n'a aucune orientation religieuse, elle est tout à fait neutre dans le sens où elle ne fait aucun prosélytisme, elle ne fait aucune déification, fanatisation de quoi que ce soit, autant d'un objet, d'un support, autant d'une personne, d'une personnalité, d'un dieu quelconque. C'est une méditation complètement neutre qui est basée sur l'écoute et le ressenti. Voilà, ce qui est pour moi est une très bonne définition de la méditation. Alors, en quoi la méditation Vipassana se différencie ou se distingue de la méditation au sens large, dans le sens où ça reste quand même de l'écoute et du ressenti? Alors, parlons de ce que, 2 minutes, parlons de ce que les sages de l'Orient et surtout de l'Inde traditionnelle disent, à savoir que nous brûlons notre karma par le feu. Nous brûlons notre karma par le feu. J'y entends par là, nous brûlons nos mémoires inconscientes par le feu de la conscience. Et bien évidemment, la conscience s'éveille au fur et à mesure que le mental est de plus en plus tranquille, mis en veilleuse, sans s'opposer au mental au point de lutter contre lui et de vouloir ne plus penser, puisqu'une fois encore, je l'ai déjà dit, surtout dans cette vidéo précédente, alignement et méditation, eh bien, d'écouter, de ressentir, de diriger, de porter son attention vers son intériorité, dans son univers intérieur, en restant le plus neutre possible, uniquement basé sur écouter, ressentir, en toute neutralité, équanimité, terme qui est énormément cité dans ces fameuses retraites de 10 jours de Vipassana. Eh bien, en étant simplement à l'écoute et au ressenti, il y a une meilleure connaissance de soi qui se réalise jour après jour de ces 10 jours de retraite. Il y a davantage de conscience de l'instant présent et surtout de pouvoir percevoir, ressentir davantage ce qui se joue, ce qui se vit en nous comme étant banque mémorielle, banque de stockage de tout ce que nous vivons et qui serait stocké en termes de souvenirs, non pas là où peut-être les psychologues, les psychiatres, les neurologues pensent, c'est-à-dire dans les neurones. Aucun médecin ni scientifique n'a pu établir que les souvenirs étaient stockés dans les neurones. Les neurones, dans leur influx chimique et électrique, véhiculent des informations, des influx moteurs, des influx électriques, stimulent la bonne physiologie de l'organisme en plus de la circulation du sang, de la lymphe, etc., de l'oxygène par le sang. Mais sans cette activité neurochimique et neuroélectrique, eh bien, nous ne pourrions pas vivre. En tout cas,
les souvenirs ne seraient pas tellement stockés dans les neurones en tant que tels. Alors bien sûr, il y a le cerveau limbique et surtout de l'amygdale limbique, qui est le cerveau de la mémoire, le cerveau des émotions, bien sûr. Nous savons cela parce que les vétérans de la guerre du Vietnam et d'autres guerres sont passés sous les mains des médecins spécialistes de la médecine de guerre, et on a pu constater à l'IRM, imagerie à résonance magnétique ou scanner, que les vétérans de la guerre, pour certains, et pas des moindres, pour certains avaient une atrophie, une réduction de la taille du volume de l'amygdale limbique, du système limbique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le stress véhiculé par la guerre génère une libération d'hormones qui est le cortisol, adrénaline et surtout le cortisol sur le stress au long terme, et que le cortisol, nous le savons aujourd'hui, est cytotoxique, toxique pour les neurones limbiques. Et vous voyez, la nature est bien faite parce que les traumatismes en termes de souvenirs sont stockés dans le système limbique, et une façon de ne plus y avoir accès, de ne plus se souvenir, c'est de détruire l'amygdale limbique. Comment? Avec la cytotoxicité du cortisol pour l'amygdale limbique. C'est quand même intéressant, ce processus d'amnésie qui est accompagné par une atteinte tissulaire, histologique de l'amygdale limbique, du système limbique en tant que tel. Je trouve ça fantastiquement intéressant à noter, c'est que le mécanisme de défense du refoulement, de ne plus vouloir se souvenir, s'accompagne d'une trace véritable, notable, au niveau de l'organisme. Je trouve ça fantastique. Fantastique à quel point le mental peut avoir d'impact sur le corps physique, mais aussi grâce aujourd'hui aux neurosciences, à la science quantique au sens large, et surtout à l'épigénétique, nous savons que tout cela n'est pas forcément irréversible, et que, inversement, le corps influence majoritairement aussi sur nos opérations de la pensée. C'est ce qui fait l'objet des méditations, c'est-à-dire qu'en portant notre attention sur le corps, eh bien, nous pouvons calmer le mental, nous pouvons apaiser les émotions, nous pouvons être davantage dans le présent, être conscients, nous éveiller à cette présence au tout, et être infiniment plus dans la sérénité, dans la paix du cœur. La méthode Vipassana vient donc de Birmanie depuis 2500 ans, méthode qui, paraît-il, était pratiquée beaucoup par le Bouddha. Et c'est une méthode qui avait quasi disparu de la surface du globe. Elle n'existait plus qu'en Birmanie, jusqu'à ce que un riche homme d'affaires, à peu près à l'âge de 24 ans, qui s'appelait Goenka, puisque Goenka, d'origine birmane, est décédé en 2013 à l'âge de 89 ans. Et Goenka a été vraiment celui qui a fait, c'est vraiment celui qui a ressuscité la pratique de Vipassana dans le monde, qui a fait connaître cette pratique en créant des centres de méditation Vipassana partout dans le monde. Bien sûr en Inde, mais aussi en Australie, en Russie, en Amérique du Nord, en Europe, partout en Europe. J'étais très étonné, puisque je suis allé au Bhoutan en 2013, qu'au Bhoutan, pays quand même de la méditation et des moines, de la religion bouddhiste, le propre du bouddhisme c'est quand même la méditation, j'ai été très étonné qu'au Bhoutan il n'y a pas de centre Vipassana, ça n'existe pas. Voilà. Et donc, en quoi consiste la méditation Vipassana? En réalité, elle se décline en 7 étapes. Je vais, par le biais de cette présentation, aujourd'hui, vous faire découvrir, si vous ne connaissez pas déjà Vipassana, je vais vous faire découvrir les 3 premières étapes en termes de petites pratiques.
Ceci dit, où est-il possible de pratiquer Vipassana si cela vous intéressait de découvrir ou si cela vous intéressait d'y retourner parce que vous avez peut-être déménagé entre-temps? En tout cas, en France, il y a la Maison Mère, le centre Vipassana, c'est au sud, à 40 km au sud de Auxerre, dans une région boisée de champs et de forêts qui s'appelle le Bois Planté à Louhème. Donc ça dure 10 jours et 11 nuits, de manière à ce qu'au bout de 10 jours de silence absolu où vous ne parlez pas, vous remettez clé de voiture, téléphone, lecture, vous remettez tout au coffre-fort à l'entrée, à la première heure, et puis vous allez être répartis en dortoirs, chambres dortoirs, de 2 à 6 ou 8 lits. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, et hommes et femmes sont réunis dans le meditation hall, dans le hall de méditation, uniquement pour la méditation. Et sorti de ces temps, de ces sessions en commun, chacun retourne, homme dans le côté homme et femme de leur côté. Il n'y a pas de mixité en dehors de ces temps de méditation, et quand bien même dans la salle qui peut contenir 120 places, en tout cas au Bois Planté à Louhème, eh bien toutes les femmes sont sur le côté droit, tous les hommes sont sur le côté gauche, et chaque groupe a son instructeur, un homme pour les hommes et une femme pour les femmes. Donc je disais que c'est le silence absolu, le noble silence, de manière à inviter chacun à tourner le regard vers l'intérieur, à se mettre véritablement dans l'idée d'une retraite. Et c'est vraiment une expérience fantastique à vivre. Je plaisante toujours dans mes groupes de nourriture pranique avec mes stagiaires en leur disant que dans la vie, il y a 2 choses à faire. 2 choses incontournables à faire. Faire un stage de nourriture pranique, de pause alimentaire, de nourriture en conscience avec moi, je le dis en plaisantant, et surtout vivre un stage à Vipassana. C'est une expérience très intense, très riche, qui peut être très difficile, pourquoi pas très douloureuse, tant que le mental résiste, tant que nous nous accrochons à « je ne lâche pas le mental », tant que vous êtes dans la perception du temps qui passe, que vous attendez l'heure de méditation qui se finisse. Comme ça peut être une expérience fantastique à partir du moment où le mental lâche, à partir du moment où vous vous abandonnez à l'instant présent, où vous vivez la consigne de l'étape parmi les 7 étapes Vipassana qui se vit heure après heure, et ça devient un véritable paradis. C'est vraiment fantastique. Alors, pour ne rien vous cacher, c'est vrai que la première fois que j'y suis allé en 1997, je revenais d'un voyage en Inde, j'étais passé par la Thaïlande. En Thaïlande, il n'y avait pas la bonne date. J'étais pas à la bonne date pour participer à un stage Vipassana. Donc, en rentrant en France, je suis allé au Bois Planté et j'ai fait cette première session. Et je peux vous dire que j'ai un petit peu souffert parce que j'ai beaucoup résisté pendant ces 10 jours. Par contre, en 2012, ça a été vraiment le paradis. Les 3 premiers jours ont été un petit peu chahutants pour moi, mais après, vraiment, immersion totale dans la présence au présent, au point de dire que après ce deuxième passage chez eux, de dire que je retournerai tous les 2 ans. Et depuis 2012, je n'y suis pas retourné pour motif essentiellement professionnel. Essentiellement car il y a aussi d'autres raisons. En tout cas, je vous invite vraiment à en faire cette expérience car c'est fantastique. Vipassana a été développé beaucoup dans les prisons et la première initiative s'est faite en Inde. En témoigne ce documentaire que je vous invite vraiment à découvrir, à parcourir. C'est vraiment un super documentaire vidéo très touchant car on y voit beaucoup. C'est
détenu, incarcéré parfois pour des motifs très graves tels que meurtre, et ressortir au bout de ces 10 jours de méditation vipassana réalisés au sein même de la prison, ressortir reconnectés à leur humanité, ressortir un peu plus humains qu'ils n'étaient entrés en prison, au point que les plus durs de ces détenus, passant devant le directeur à la sortie de la méditation le 10e jour, eh bien, pour certains de s'effondrer dans les bras du directeur, car reconnectés à l'humanité du cœur. Au cœur du tout. Parce que d'abord reconnecté au cœur de son être profond. Alors, je vous disais que le feu brûle le karma, le feu de la conscience brûle nos mémoires, tout simplement que de percevoir, ressentir ce qui se joue dans notre corps, sans analyser, sans réfléchir, sans éviter, sans retenir, en étant complètement neutre, permet, simplement par la conscience, de désamorcer manifestement un programme mémoriel, une charge émotionnelle qui serait à l'origine, pourquoi pas d'un symptôme dans le cadre de la médecine psychosomatique, ou à l'origine de comportements erronés, ou à l'origine de croyances limitantes, et finalement à l'origine de ces fameux besoins fondamentaux qui, quand ils sont non satisfaits, génèrent des excentrages, des décalages avec nous-mêmes. Autrement dit, la méditation vipassana, c'est une véritable école initiatique à la rencontre de soi et qui passe souvent, selon l'histoire et le vécu de chacun, souvent qui passe par une réconciliation avec soi-même. Plus nous lâchons de ce que nous retenons, de ce que nous contrôlons, plus nous nous retrouvons avec nous-mêmes, plus nous sommes alignés et plus nous pouvons nous déployer. Ce qui est aussi le principe de la nourriture en conscience, même si à Vipassana vous allez manger. À Vipassana, vous ne mangez pas de viande, vous avez un petit déjeuner à volonté, à 6h30 le matin, après avoir déjà pratiqué 2 heures de méditation, puisque chez Vipassana, la méditation va de 4h30 du matin à 21h, par session de 55 minutes de mémoire, où vous avez une petite pause pour aller aux toilettes ou boire un verre d'eau. Et puis il y a des sessions collectives, les sessions sont essentiellement collectives, en groupe, il y a des sessions individuelles en chambre, il y a de la marche en conscience les après-midi, il y a le déjeuner à peu près vers 13h, et en tout cas le dîner c'est à 17h et c'est de fruits. Et l'expérience montre, pour moi et d'autres personnes à l'époque, qu'à 17h, d'être en méditation en permanence toute la journée, eh bien, nous dépensons très peu d'énergie, donc nous n'avons pas véritablement faim. Et par exemple, Jean-Christophe, qui est allé à Vipassana, naturellement sans rien faire d'autre que de méditer, a perdu 8 kilos, tout simplement parce qu'il prenait le petit déjeuner, il prenait le déjeuner à midi, alors qu'à 17h, il ne prenait pas les fruits puisqu'il n'avait pas faim. Et naturellement, il a perdu 8 kilos. Alors, bien évidemment, vous qui préparez peut-être une pause alimentaire, nourriture en conscience, nourriture pranique, peut-être que vous préparez un processus de 21 jours, eh bien, ce peut être, pourquoi pas, ce n'est pas une obligation, mais ça pourrait être aussi un très bon préalable que de participer à une session Vipassana. Vipassana est très demandé, les effectifs sont toujours très remplis, il y a souvent une liste d'attente conséquente avant de pouvoir s'y inscrire.
les inscriptions à une session se déroulant tel jour à partir de minuit, je vous invite véritablement à être sur votre ordinateur à minuit pile et même à minuit moins 5 pour vous connecter et envoyer votre inscription. C'est souvent un peu compliqué pour trouver une place. Alors, je vais vous proposer maintenant, si vous le souhaitez, de découvrir en quoi consiste Vipassana, qui est basé sur la respiration et l'observation. L'observation de quoi? Eh bien des sensations au niveau du corps. Tout simplement, c'est complètement basique, c'est complètement neutre, c'est complètement physiologique, il n'y a rien d'autre, et pourtant c'est d'une extrême puissance. Ça va très très loin, puisque non seulement, à ma grande hypothèse, le prince Gautama, Bouddha, a pu quitter, le prince Gautama, le futur Bouddha, a atteint l'illumination et a pu quitter la roue des réincarnations, donc le samsara, en quittant la maya, l'illusion, en regardant ce qui était véritablement la réalité en tant que telle, faisant abstraction du mental, ce qui est la définition en sanskrit de Vipassana, qui est la vision perçante en sanskrit, et par la conscience qui s'auto-observe, eh bien, de déprogrammer ses mémoires. Et en 7 ans de pratique intensive de méditation, Vipassana et autres, bien sûr, j'explique comme ça le fait que le Bouddha a pu se mettre à jour de toutes ces mémoires inconscientes et de pouvoir ainsi quitter la roue des réincarnations. Ne plus avoir besoin de se réincarner, en tout cas c'est ce qui est dit. Et peut-être aussi a-t-il pratiqué, quand bien même il avait quitté femme et enfant du palais royal, encore prince, peut-être a-t-il pratiqué une certaine sexualité tantrique, une certaine sexualité dite transcendante, spiritualisante, comme peut-être Jésus avec Marie-Madeleine, mais enfin ça c'est une autre histoire. Donc je vous invite à vous installer confortablement dans votre fauteuil, sur votre chaise, caler le dos contre le dossier ou rapprocher en avant, décaler, détacher du dossier, c'est comme vous préférez, pieds bien à plat au sol, mains décroisées, on ne pourrait pas méditer les bras pliés sur la cage thoracique et de ne pas pouvoir respirer correctement. Je vous invite à vous mettre le plus à l'aise et confortable possible. Vous pouvez aussi être installé sur un coussin de méditation au sol, jambes repliées, vous êtes en contact avec la terre, il n'y a aucun souci. Et je vous invite à fermer les yeux, en même temps que je le fais avec vous, et tranquillement, sans rien attendre ni chercher, de tourner le regard, de porter votre attention au niveau des 2 narines. Et simplement d'écouter, de ressentir le passage de l'air à l'inspire comme à l'expire. Il n'y a strictement rien à attendre ni à chercher, simplement laisser les choses se faire, ne pas analyser, réfléchir, décortiquer. Simplement être là, dans ses narines. Constatez que l'air est légèrement plus frais à l'inspire, légèrement plus chaud à l'expire. Relâchez tout le corps, relâchez le corps, relâchez toute tension, décrispez la mâchoire, décrispez le front, déplissez le front, relâchez les épaules. Si cela peut vous aider, bien sûr, défaire légèrement la ceinture du pantalon, défaire les cols de chemise, défaire les cravates.
Constatez le calibre de chaque narine. Est-il le même? Est-il différent? Y a-t-il une déviation de la cloison nasale? Prendre conscience du volume d'air inspiré-expiré par les narines. Simplement d'être là, présent dans son nez. Et puis, deuxième étape, toujours laisser faire et placer son attention à l'entrée du nez, à l'extérieur du nez, sur cette zone triangulaire délimitée en haut par la pointe du nez et en bas par les deux orifices narines. Cela dessine un triangle. Sur ce triangle, donc sur le nez, à l'entrée du nez, et non plus dedans, porter son attention au point d'impact de l'air à l'inspiration qui percute cette zone triangulaire. Et simplement ressentir ce point d'impact, l'air qui percute sur cette surface, et être là, maintenir sa présence ici. Les pensées éloignées, distraites, eh bien, ne pas s'opposer, ne pas s'énerver, s'agacer, s'impatienter. Ramener sa présence, son écoute, son ressenti, son observation au niveau de ce point d'impact sur le triangle. Et puis maintenant, troisième étape, vous allez placer votre attention sur cette dépression au milieu du dessus de la lèvre supérieure, sur la zone moustache. Au milieu, il y a une dépression naturelle qui s'appelle le philtrum. Et placer son attention sur cette surface qui équivaut à peu près à 1 cm². À la surface du philtrum, laissez apparaître et disparaître naturellement, sans rien faire, les sensations naturelles du corps. Ne rien attendre, ne rien chercher, simplement être là. Ces sensations naturelles à la surface du corps, elles peuvent être multiples, bien sûr, ondulation, picotement, fourmillement, électricité, chaleur, fraîcheur, pesanteur. Peu importe, restez neutre, laissez apparaître et disparaître ces sensations naturelles. Les pensées éloignées et distraites, se replacer au niveau du philtrum sans forcer, laissez faire, ne rien chercher, ne rien vouloir. S'abandonner, lâcher prise. Lâcher prise de toute attente, de tout résultat, de toute performance. S'abandonner à l'instant présent au travers de son corps et de sa conscientisation corporelle, au niveau du philtrum uniquement. Voilà, je vous invite tranquillement à ouvrir les yeux. Si vous souhaitez découvrir les 7 étapes au complet, je vous invite encore une fois à
participer à une session complète en 10 jours de Vipassana, c'est un privilège à s'offrir que de dégager 10 jours de congé pour se donner rendez-vous à soi-même au travers de cette approche qui, comme la nourriture pranique, est une véritable initiation de conscience de soi, d'éveil de conscience et de libération de nos schémas de pensée, de croyances et de comportements erronés au travers de ce réalignement de nos 4 corps. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir.